bonjour, bienvenue dans Semences Mag, le magazine qui vous révèle toutes les coulisses du mystérieux monde des semences. En direct, comme toujours, du Salon de l'Agriculture, vous l'entendez, nous sommes ici au village Semences, sur le plateau de Sémaé, l'interprofession de la semence en France. Au menu cet après-midi, la France a-t-elle les moyens de relancer les protéines végétales? Cette question est fondamentale aujourd'hui, car les protéines végétales sont l'une des clés les plus importantes pour notre souveraineté alimentaire, une clé importante aussi pour répondre aux défis de demain, le défi de la transition climatique, le défi tout simplement agroécologique. Malheureusement, malgré de réels progrès, nous restons, nous Français, toujours incapables d'en produire autant dont on en a besoin, loin s'en faut. Nous sommes toujours à la traîne pour produire des plantes riches en protéines comme le soja, le pois, ça c'est l'alimentation animale, mais aussi d'autres plantes comme les lentilles, les haricots dans l'alimentation humaine. Alors, pourquoi en sommes-nous là? Qu'est-ce qui bloque? Comment débloquer la production de protéines végétales en France? Quel rôle et quelles conséquences pour les semences françaises, notamment de légumineuses? Bienvenue dans le monde des semences. On a 20 minutes, pas une de plus. C'est parti. Bonjour Laurent Rousseau. Bonjour cher monsieur. Vous êtes monsieur Protéines, directeur de Terre Univia, l'interprofession des huiles et protéines végétales en France, directeur également de Terre Innovia, l'Institut technique des huiles et protéines végétales. Bonjour Thierry Maumont. Bonjour Thierry. Vous êtes semencier, gérant de la recherche, c'est KWS Maumont SAS, c'est bien ça? C'est bien cela. Bonjour Philippe Hamelin. Bonjour. Vous êtes directeur de Bioline Solutions au sein de l'Union de coopératives InVivo. Oui. Et puis bonjour Pierre Bascou. Bonjour. Vous êtes directeur des marchés agricoles au sein de la Direction générale de l'agriculture de la Commission européenne. Alors, je rappelle que le gouvernement français a lancé un plan protéines il y a 2 ans. C'était au mois de décembre 2020. L'objectif en termes de surface était simple. Augmenter de 40% les surfaces cultivées en plantes riches en protéines, soja, luzerne, pois, lentilles ou encore haricots. Laurent et tous les autres, première question. A-t-on atteint cet objectif? Où est-ce qu'on en est de la relance aujourd'hui? Alors, après 2 ans de travaux, fortement investis, avec beaucoup d'investissements, on a mis en place les dispositions nécessaires pour le faire. Force est de constater que c'est très difficile. C'est très difficile, ça veut dire qu'on n'a pas atteint les 40%. Pas en 2 ans, non. Les objectifs à 10 ans, c'est-à-dire d'ici 2030, c'est de doubler les surfaces en légumineuses. C'est ça, plus 100%. Donc, voilà, c'est-à-dire 500 000 hectares de plus, et de maintenir à 2 millions d'hectares les oléagineux, c'est-à-dire tournesol, colza. Et là, en 2 ans, on est à combien en plus, combien en moins, ou est-ce Alors qu'on est stable? sur les oléagineux, on est bon. Les oléagineux, répétez, dites-nous Colza, ce que c'est. tournesol. Colza, tournesol, qui ça produisent va. des protéines en tourteau. D'accord. Donc Et ça, sur les là-dessus, légumineuses, ça va. Sur les Sur légumineuses, on est plutôt soit en stagnation, soit en réduction. Ouais. Légumineuses, c'est quoi? C'est le pois? C'est le pois, le soja, les légumes secs, la févrole, Bon. etc. Et là-dessus, on a plutôt baissé. Est-ce que c'est votre constat à tous, Philippe Hamelin? Vous voyez le marché, vous aussi, d'où vous êtes. Est-ce qu'on a réussi à relancer les choses de votre poste d'observateur ou est-ce qu'on a raté notre coup? Non, on est à égalité. On n'a pas fait bouger les choses. Vraiment. On n'a rien débloqué encore. Rien débloqué. Ça marche. Même question pour Thierry Maumont. Est-ce que vous vendez plus de semences? Vous êtes semencier. Est-ce que vous vendez plus de semences? Est-ce que vous voyez une demande qui s'accentue ou pas encore? Si on se concentre sur les protéines et uniquement les protéines, c'est-à-dire le pois, la févrole, le soja notamment, on est en baisse. On est en baisse de combien? Vous me parlez de semences, on a une double baisse. On a d'abord le marché qui baisse en surface. On a surtout le taux d'utilisation de semences certifiées qui est en forte baisse. Eh oui. Il faut expliquer ce que c'est une semence certifiée par rapport à une autre semence. Dites-nous. Toutes ces espèces ont l'avantage pour l'agriculteur et l'inconvénient pour l'obtenteur d'être des espèces autogames, c'est-à-dire qu'elles se ressèment facilement à la ferme. Et aujourd'hui, on estime que sur ces espèces-là, on est environ à 70% de semences de ferme qui, elles, ne participent absolument pas au financement de la recherche et à l'effort de recherche. Donc on est sur des petits marchés avec un petit taux d'utilisation et donc des moyens extrêmement limités pour financer
ce dont on a besoin, à savoir une recherche innovante qui apporte des variétés, qui apporte un plus à l'agriculteur. Alors là, on est dans un point bloquant. Je vous pose la question carrément, avant de la poser à tous les autres, évidemment. Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que ce n'est pas le premier plan protéines, ce sera malheureusement peut-être pas le dernier. Pourquoi on a tant de mal à cultiver des protéines végétales en France ? Parce que c'est pas rentable. Rentable pour qui ? Pour l'agriculteur. Et c'est quand même... L'agriculteur est avant tout un agronome. Il connaît parfaitement tous les avantages d'introduire des protéagineux sur son exploitation. C'est une formidable tête d'assolement. C'est dire que s'il décide de se passer de cette tête d'assolement, c'est qu'économiquement, il ne s'y retrouve pas. C'est avantageux notamment parce que les légumineuses captent l'azote de l'air et puis le fixent dans leurs racines dans le sol. Donc c'est très avantageux. Ça permet d'économiser de l'azote, on est bien d'accord. C'est une culture extrêmement vertueuse qui permet en plus, sur la culture suivante, qui généralement est un blé, de réduire la fumure azotée. Donc tous les signaux sont en vert d'un point de vue agronomique, agronomie, agroécologie. Le problème, c'est qu'à la fin, il faut passer au tiroir caisse, et là, le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'il ne le vend pas assez cher, il ne vend pas sa récolte assez cher. Pour faire simple, aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, ça dure, on a du mal sur une culture comme le pois à dépasser les 35-40 quintaux de l'hectare. Oui, c'est pas assez ? Si le prix auquel vous vendez est de 500 € tonne, oui. Oui. Mais quand vous avez un différentiel de prix par rapport au blé qui fait le double rendement et qui n'est que de 15, 20 ou 25%, c'est pas suffisant. L'agriculteur est le premier à vouloir faire des protéagineux. Mais par contre, il n'est pas normal qu'il soit la variable d'ajustement économique. S'il y a un effort qui doit être fait, ça n'est pas par lui. Laurent Rousseau, pourquoi ça bloque ? Je confirme totalement ce qui vient d'être dit, mais ça dépend des variétés, ça dépend des cultures en fait. Est-ce qu'on peut prendre des exemples ? Sur le pois, c'est exactement ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que sur le pois, on a une problématique de rendement, d'équilibre entre l'engagement, le volume et le prix. C'est-à-dire que le cultivateur ne s'y retrouve pas. Voilà. Et pour ça, il faut arriver à la fois à monter en rendement et améliorer le prix. Et ça, c'est une question d'organisation, de mobilisation et de valeur de la filière pour arriver à faire les choses. Et ça ne se fait pas en 2 ans. Ça se fait avec des engagements de long terme. Alors, organisation de filière, ça veut dire qu'il faut trouver des marchés, en fait, c'est ça ? Il faut des marchés, mais surtout éviter d'avoir des concurrences à l'importation qui nous menacent sur ces sujets-là. Parce que si celui qui achète le pois et qui le transforme l'achète à des prix bien plus bas que pour des raisons différentes que ce qui est vendu en France par le producteur, il n'a pas intérêt à le produire. Et c'est le cas aujourd'hui ? C'est le cas aujourd'hui. On achète à l'étranger du pois moins cher ? Oui, oui. Donc on ne peut pas y arriver comme ça. Et qui est produit dans des conditions différentes des nôtres. Par contre, juste pour rappeler que ça c'est pour le pois. Sur d'autres cultures, c'est différent. Oui, sur les légumineuses, parce qu'on parle beaucoup d'autres légumineuses, les lentilles, les pois chiches, etc. Oui, pour l'alimentation humaine. Exactement. Là, le sujet, c'est la structuration de la filière. C'est-à-dire qu'il faut créer un marché, il faut des utilisateurs. Mais pourtant, ça le vend en poupe, ça, ces légumes-là. Oui, mais les organisations ne sont pas là. On était ce matin en réunion avec toutes les animations territoriales qui se mettent en place pour organiser les filières, les chaînes de valeur, depuis les semenciers jusqu'à la restauration collective, en passant par l'organisation de stockage, etc. Tant que tout ça ne se met pas autour de la table pour arriver à trouver des valeurs et de la valorisation de ce qui est produit dans le territoire, eh bien on continuera à acheter. Aujourd'hui, on importe 80% parce qu'on a une très mauvaise année liée au climat. On importe 80% de nos légumes secs, là, les légumineuses ? Cette année, ça a été 80%, oui. Les lentilles, les haricots ? Ouais, normalement, on a importé en moyenne autant qu'on produit en lentilles. Cette année, parce qu'on a eu une année catastrophique liée au climat, la sécheresse, manque d'eau, on a importé 80%. Et ça vient essentiellement pour une bonne partie du Canada, ça peut venir de Chine aussi. Donc on a un vrai sujet, c'est là d'organisation de la filière par contre. Oui, alors organisation de la filière, je reprends, j'entends vos mots, valorisation. Pour moi, valorisation, c'est trouver un prix, un client qui paye plus cher, ça veut dire ça, valorisation. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Parce que le consommateur, j'allais dire, on ne peut pas l'obliger à acheter, comment on fait ? On fait en sorte de donner de la valeur à la production qui est produite par nos agriculteurs sur le territoire. Oui. Et cette valeur-là, elle est plus que le prix. Elle est aussi la valeur d'origine. Elle est aussi la valeur de la durabilité qu'il y a derrière, le respect de l'environnement. Exactement. C'est des cultures vertueuses qu'il faut savoir valoriser autrement que le font nos produits, les produits qui viennent de l'importation. Voilà, parce qu'on peut le dire, le Canada utilise des produits, des pesticides, des produits phyto que nous, on n'utilise pas. Ça, c'est clair.
Et Le pourtant, on Canada- les le accepte Cana- sur notre marché. C'est clair. Je dis un Canadien aujourd'hui utilise des lentilles, par exemple, qui sont utilisées sur des espaces où on utilise le glyphosate, par exemple. On utilise le glyphosate sur les Largement, lentilles oui. canadiennes. Ah oui, bien sûr. On le dessèche comme ça, quoi. Nous, c'est interdit, interdit d'utiliser le glyphosate en En fin dé- de, en En des- fin en de fin de production, cycle. Ils le font. ils le font. Parce que c'est autorisé, oui. Alors, Philippe Hamelin, vous voyez, vous avez entendu, hein, on entend structuration de filière, valorisation. Vous qui avez un œil, j'allais dire, d'observateur de ces marchés agricoles, comment est-ce qu'on peut mettre tout ça dans le bon ordre pour que le consommateur achète, soit heureux de son achat et paye un prix rémunérateur pour tout le monde? À mon avis, ce qui est important quand même de rappeler, c'est qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, des pois, on en avait près de 800 000 hectares, des févroles 300 000, si je me souviens bien. Oui, et aujourd'hui? Attendez, j'ai pas fini. Deuxième élément, c'est que si je me souviens bien, on était à des 5 tonnes hectares, 6 tonnes hectares. Rendement, ouais. Voilà. Et maintenant, on est à 300 000 hectares et on est à la moitié du rendement. Pourquoi on a perdu la moitié du rendement? Ça, j'ai pas obligatoirement la réponse technique, mais les instituts techniques. Ouais. Est-ce que c'est la perte de produits phytosanitaires, de pesticides autorisés? Il y a un certain nombre d'éléments. Donc là, aujourd'hui, quand on regarde ça, on peut se dire qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait des aides spécifiques qui, sous la pression des États-Unis, ont été enlevées. Supprimés. Des aides C'est de la ce qu'on PAC, appelait à l'époque des aides des aides européennes. FEOGA, D'accord. qui permettaient de différencier l'aide et de la rendre sur les légumineuses, en fait sur les pois, plus importante que sur les céréales. C'était un petit complément qui venait de l'Europe, on va dire, sur chaque hectare ou chaque tonne Oui, c'était une cultivée. structuration. En fait, ça venait historiquement des embargos, je ne sais plus exactement, Oui. mais des années 90 ou 80. Et où ça a disparu. Ces aides-là ont disparu. ils ont disparu dans les années, à mon avis, 95-2000. Et c'est une la des surface. causes C'est une des causes pour vous des pertes de surface. Ah, ça me- Laurent Rousseau, est-ce que vous partagez Non, il y a- cet avis? Oui, en fait, il y a un sujet, c'est que, comme ça a été dit, c'est un effet cumulatif de plusieurs choses à la fois. Il y a à la fois la question de leur renouvellement génétique, Oui, qui fait donc que la même recherche si variétale. aujourd'hui, il y a au catalogue des semences de pois, il y a des nouveaux pois qui apparaissent, qui pour certains sont mieux, par exemple résistants à la phanomycès, en partie, eh bien, ils ne sont pas achetés. Pourquoi? Parce que l'agriculteur, pour des raisons d'entraînement, de système de dégradation, n'achète pas les semences certifiées. En général, on a fait des études des pratiques culturales. Hein. On voit entre 8 et 10 ans la moyenne de durée de vie d'une semence chez l'agriculteur. Ah 8 oui. et 10 ans. C'est-à-dire alors qu'il devrait renouveler son outil de production sur ces semences-là au moins tous les 2-3 ans. D'accord. Sur les févroles, elles ont plus de 10 ans en moyenne. Et sur les pois, c'est entre 8 et 10 ans. Donc veut ça dire prive qu'ils les sélectionneurs ils d'un ne financement, profitent quoi. pas. Alors, ils ne profitent pas en fait à cette innovation. Oui, aussi. Ils n'en profitent pas. Ils n'en profitent pas. Ils ne améliorent pas leur rendement. Ils sont dans un cercle vicieux Bon. qui fait que le système n'est pas rentable. Il y a la disparition des produits phyto aussi. Il y a un deuxième sujet, c'est la disparition des produits phyto. La févrole, le marché de la févrole s'est effondré parce qu'on a une bruche, en fait, C'est un insecte. qui fait des trous dans la févrole. Et comme on vendait essentiellement vers le marché égyptien à l'époque des févroles qui devaient être entières et parfaites, on a perdu le marché. Et il faut retrouver de la valeur, non seulement retrouver la valeur à la févrole, mais en plus trouver le moyen de lutter contre la bruche. Et c'est un insecticide qui permet de le faire, qui est interdit aujourd'hui. Alors j'aimerais maintenant qu'on regarde d'un point de vue européen. On a la chance de vous avoir, Pierre Bascou. Merci d'être avec nous. Vous travaillez, et j'allais dire, vous êtes à la manœuvre, à la manette pour réfléchir au prochain plan protéines européen. Il y en a déjà eu. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ça d'abord et où en est votre réflexion pour relancer les protéines? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Continuez, ça va venir. Merci beaucoup pour cette question parce que c'est quelque chose d'assez fondamental. La relance de la production de protéines végétales dans l'Union européenne est un enjeu majeur pour nous. Un enjeu parce qu'en fait, on souhaiterait réduire le niveau d'importation, le niveau de dépendance en fait, de l'Union européenne vis-à-vis des importations et principalement des importations de soja du continent américain. Et oui, on importe pour notre bétail énormément de soja. On importe la énormément de moitié soja. de nos besoins. Alors, je pense qu'il faut être clair aussi. 80% des protéines qui sont consommées actuellement par l'élevage européen, par les animaux en Europe, sont produites en Europe. Parce que c'est principalement des fourrages, principalement des céréales. Et c'est réellement sur les protéo-oléagineux qu'on a une dépendance d'environ 75%. Et il faut réduire cette dépendance, Donc, on est grosso modo, d'accord. exactement, surtout
Si on voit actuellement le contexte, je dirais, géopolitique, marqué par l'agression russe en Ukraine, marqué par la hausse des prix des intrants et la hausse des prix de l'énergie, tout ça ne fait que renforcer la nécessité de réduire cette dépendance et de développer en fait la production européenne afin de répondre à l'objectif d'autonomie stratégique de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un enjeu climatique aussi au niveau européen ? Il y a également un volet environnemental et climat. C'est clair qu'avec la capacité des oléagineux et de certains protéagineux à capter l'azote de l'air, et à le fixer dans le sol, hein. C'est une plante magique, hein, la légumineuse. Elle capte, je le dis bien parce que c'est peu connu, ça capte l'azote de l'air et ça le fixe dans le sol. Donc on a moins besoin d'engrais derrière, forcément, voire pas du tout. Et quand on voit les prix des engrais actuellement et les prix de l'énergie, il est clair qu'il y a un bénéfice agronomique, environnemental et climatique très important à développer tout ça. Alors actuellement, on travaille donc à développer une stratégie de développement des protéines végétales dans l'Union européenne. C'est une stratégie qui se repose sur la stratégie qui avait été déjà développée il y a 5 ans, qui a fonctionné, mais je dirais qui a donné des résultats relativement mitigés. Et donc on cherche à encore aller de l'avant. En langage européen, le résultat mitigé, c'est que ce n'est pas des bons résultats. Si, ce sont des bons résultats. On a entendu parler de diminution de superficie de févrole, etc., très importante. Oui. Au niveau européen, on a réussi à stabiliser, je dirais, l'évolution des superficies. Bon. Ce qu'on veut... On a stabilisé, c'est déjà ça. C'est faire beaucoup mieux. Il faut que ce soit moins mauvaise langue. Exactement, voilà. Mais on veut faire beaucoup mieux. Et là-dessus, en fait, on veut travailler sur 3 leviers. Le premier, c'est examiner précisément la situation actuelle et les perspectives en matière d'élevage, pour toutes les espèces, pour tous les systèmes de production et voir un peu le niveau de dépendance aux importations de ces systèmes de production. On veut également développer, bien sûr, la production au niveau interne, à la fois de protéines végétales, mais également de protéines de substitution, de protéines alternatives. On peut parler d'algues, etc. Donc il y a aussi d'autres voies. Et enfin, on veut développer, parce que je pense que c'est ce qui manque aussi, on a beaucoup parlé de l'amont et de la production, on veut également développer des chaînes de valeur, que ce soit à travers l'alimentation animale et une meilleure utilisation dans l'alimentation animale de ces protéines végétales produites en Europe, mais également le volet consommation humaine, et ça c'est absolument important. Laurent d'abord, et après Philippe rapidement, il nous reste 2 minutes, je vous en prie. Oui, juste pour rappeler que par rapport à la perspective européenne, la France a, grâce à ces plans protéines, et notamment les premiers, permis d'atteindre un niveau de souveraineté et d'autonomie de plus de 50% de sa consommation en matière riche en protéines. Grâce à quoi ? D'abord grâce aux oléagineux. Voilà. Colza, tournesol. La production de tourteaux d'oléagineux, de tourteaux de colza et de tournesol qui ont remplacé partiellement et de façon très significative le soja américain. Alors que étant nous à 50-55% d'autonomie, en Europe c'est 36 moyenne. C'est-à-dire c'est grâce à cette filière-là d'abord qu'on y est arrivé. Bon. Et le sujet dans le plan national comme européen, c'est de préserver ça déjà. Parce que si en plus on dégrade le socle de production de protéines... Parce qu'il y a une menace sur nos éléopros. Ah oui, bien sûr qu'il y a des menaces. Pourquoi ? Parce que les oléagineux, il y a une menace pour 2 raisons. La première, c'est que quand on produit de la protéine, on produit de l'huile. Oui. Et si vous ne valorisez pas l'huile et la protéine en même temps, vous ne valorisez pas la graine et vous disparaissez. Or, l'huile, qu'est-ce qu'on en fait de l'huile ? On en fait 2 choses. On en fait de l'huile alimentaire et beaucoup de carburant. Et on en fait du carburant. Et si on ne valorise pas les biocarburants qui produisent simultanément de la protéine, on perd tous les acquis. Eh oui. Donc le biocarburant, très important pour l'avenir. Exactement, mais avec l'additionnalité protéinique. Le deuxième truc, c'est que si on veut faire des légumineuses, on ne part pas du même acquis. Non. En oléagineux, on a beaucoup d'acquis agronomique, etc. Et on sait faire la robustesse. J'ai l'impression que sur les légumineuses, on part de rien. On part de rien. On n'a presque rien. Ah oui, on a deux décennies de retard. Ouais. Et les Canadiens ont mis 25 ans pour y arriver. Donc il faut être conscient que pour arriver à implanter les légumineuses dans les rotations, ça prend des dizaines d'années. Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation ? D'un mot, Laurent, et tout le monde nous dira la même chose dans la minute qui reste. L'innovation variétale, l'amélioration de l'approche agronomique des exploitations, il faut changer les pratiques pour que dans les transitions des cultures, on intègre les légumineuses à l'intérieur dans les rotations et créer de la valeur avec des opérateurs économiques qui la valorisent. Thierry, même chose. Qu'est-ce qui pourrait débloquer prioritairement pour vous les choses ? Un plan qui s'inscrive dans la durée. Et le pas de temps de la recherche et le pas de temps de construction de filières, ce n'est pas le temps politique. On vient de le dire, 25 ans, le Canada est devenu le leader sur ces cultures-là. Ils ont mis 25 ans pour construire leur filière. Et croyez-moi, ils ne sont pas prêts de lâcher le morceau. Ce sont des concurrents redoutables. Donc il faut que l'effort dure minimum 20 ans. Philippe ?
Moi, ça me paraît assez simple, hein. On a un plan de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr. Les légumineuses sont un levier efficace. Donc, maintenant, faut-il encore que nos gouvernants prennent en compte ce levier d'un point de vue efficace et pas en saupoudrant? eh ben, tous nos yeux se tournent vers la Commission européenne. Qu'est-ce qu'on peut faire prioritairement pour vous, d'après vous, pour sauver les choses et relancer nos protéines? Nous pensons qu'en fait, il faudrait développer d'abord des chaînes de valeur au niveau de l'alimentation animale et alimentation humaine, mieux valoriser, je dirais, Parlez bien dans le micro. Mieux valoriser l'apport environnemental et climat de ces cultures, et également regarder des produits de substitution. Je pense que c'est absolument fondamental, et je pense que si on regarde en à fois l'amont, l'aval et les enjeux climatiques, je pense qu'on arrivera à développer à travers la PAC, à travers différentes politiques publiques au niveau européen et national, mais également à travers la recherche. On parlait de génétique, je pense qu'on peut faire beaucoup plus actuellement pour développer tout ça. Pierre, ça vu prendra que du temps. vous êtes à la manœuvre, eh ben on compte sur vous pour justement débloquer les choses dans les mois et les années qui viennent. Merci, c'est la fin de Semence Mag. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Village Semence continue ici, bien sûr, au Salon de l'Agriculture. Bonne journée à tous.